Bonjour à tous et meilleurs vœux 2022, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon nouvel an et un bon Noël aussi et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle année. Alors pour cette nouvelle année, je vais commencer une vidéo par un retour diagnostic 2 ans après puisque nous sommes le 4 janvier et il y a 2 ans et un jour, le 3 janvier 2020, j'ai été diagnostiquée autiste par un psychiatre spécialisé et depuis ma vie a un petit peu changé. Et je voulais vous raconter tout ça, donc vous faire un peu une vidéo comme j'avais l'habitude au début de retour, d'impression, de réflexion sur mon évolution, mon cheminement en tant qu'autiste. Parce que c'est vrai qu'au tout début, donc quand j'ai été diagnostiquée, ça a correspondu au moment où je commençais juste aussi à faire un travail sur moi-même, donc à voir une psychologue. Donc il y a eu à la fois la psychothérapie qui s'est conjuguée à la prise en compte de ma neuroatypie. Et il se trouve qu'avant tout ça, avant que j'aille voir une psychologue, ça c'était même quelques mois, c'était 1 an, plus d'1 an et demi avant le diagnostic, je n'avais jamais envisagé la possibilité que je puisse être et neuroatypique et autiste et différente de la norme, enfin toutes ces idées-là en fait. Jamais. Donc finalement, le fait de faire une thérapie, ça m'a aidé aussi à déconstruire des choses, mais le diagnostic, ça a bien sûr favorisé à ce que je comprenne que j'avais mes besoins propres, que j'étais différente et que je devais vraiment prendre en compte ces besoins. Il y a quelque chose aussi, il y avait un sentiment profond chez moi, il est toujours là d'ailleurs, un sentiment qui est vraiment dévastateur, qui est vraiment douloureux, intériorisé, c'est la honte. C'est-à-dire que j'ai vécu toute ma vie en ayant honte d'être qui j'étais, en ayant honte d'être moi, mais je ne le réalisais pas forcément. C'était tellement profond, c'était tellement intégré, presque inconscient que je vivais avec. Et en fait, le fait de comprendre vraiment qui j'étais, ça m'a permis petit à petit de déconstruire cette honte justement qui était à la fois liée à mon histoire personnelle, à des schémas familiaux toxiques que j'avais vécus, que j'avais connus, mais aussi à c'est quelque part ma neuroatypie et le fait que je n'étais pas reconnue pour qui j'étais, ce qui du coup a aggravé ou n'a pas aidé à ce que je me sente, à ce que j'ai confiance en moi, à ce que je m'estime, à ce que je me respecte, puisque quoi que je fasse, j'étais toujours ramenée au sentiment que je n'étais pas importante et que mes besoins n'étaient pas importants. Et cela, j'aurais pu le ressentir, je pense, sans même avoir connu la maltraitance parentale que j'ai vécue, puisque ne sachant pas que j'étais neuroatypique et encore moins autiste, je ne savais pas que j'avais finalement des besoins différents, que je devais prendre en compte vraiment ces besoins, vous voyez. Donc avec le diagnostic, ça m'a vraiment aidé aussi à mieux m'écouter et ça a favorisé du coup une estime personnelle plus solide. Et j'étais tellement dans le déni de ça, c'était tellement intégré chez moi le fait d'avoir honte et de vivre avec, que je me suis retrouvée à 27 ans devant la psychologue pour la première fois à comprendre que j'avais des besoins. C'est-à-dire que je n'avais jamais réfléchi à quels étaient mes besoins, si j'en avais ou non, à ce qui me convenait ou non, comme si j'avais vécu toutes ces années en pilotage automatique. Et aussi, j'ai compris que je devais faire respecter et faire respecter ses besoins et que les autres n'avaient pas à outrepasser mes limites et moi-même, je n'avais pas à aller au-delà de mes limites. Mais j'étais tellement perdue dans la négation presque de moi-même que ça, je l'ai réalisé à l'âge adulte, assez tard. Donc finalement, avec la thérapie, mais aussi le diagnostic, j'ai appris à me connaître en fait, j'ai appris à savoir qui j'étais, à me découvrir avec mes limites. Même si c'est vrai que toutes ces années, j'ai eu la chance et la malchance d'avoir beaucoup de ressources, de mettre en place beaucoup de stratégies. Ce qui fait que j'ai réussi quand même à survivre, et non seulement à survivre, mais aussi à vivre. C'est-à-dire que j'ai vécu des choses agréables. J'ai toujours profité de mon imagination, de ma sensibilité, de ma créativité. J'avais toujours plein d'énergie, plein d'envie pour faire des choses, une forte personnalité. Donc paradoxalement, je ne savais pas du tout qui j'étais en profondeur, mais
j'ai toujours eu des goûts très affirmés et j'ai réussi à m'épanouir, à trouver ma voie plus ou moins à travers notamment l'expression de mes passions. Donc ça, c'était quand même des choses positives que j'ai réussi à cultiver malgré tout, mais bon, il y avait toujours des choses qui n'allaient pas, des domaines où ça n'allait pas, notamment le fait que j'étais complètement dépendante affectivement des autres, du regard qu'ils pouvaient porter sur moi, de leur validation ou non, de leur jugement. J'étais très anxieuse, sévèrement anxieuse, et je m'en rendais pas compte d'ailleurs, je suis toujours, mais beaucoup moins, ce qui fait que je vivais en hypervigilance constante, à toujours mettre en place tout un tas de stratégies pour éviter des situations que je ne pouvais pas gérer. Et je devais tout le temps, par exemple, pour moi, m'occuper d'esprit. Parce que dès que j'avais l'esprit au repos, bah, j'étais ramenée à cet insupportable sentiment d'angoisse qui me tenaillait depuis le début. Et ça, je ne pouvais pas, je pouvais pas le supporter. Donc, j'avais toujours un emploi du temps très chargé, toujours des vacances de planifier, des projets en tête, des activités sportives, artistiques, des gens aussi que je voyais pour lutter contre cette angoisse, peut-être aussi pour éviter de me confronter à moi-même, je ne sais pas, mais paradoxalement, j'ai toujours été aussi assez introspective. Donc je suis carrément passée à côté de la plaque, je suis carrément passée à côté de qui j'étais, mais paradoxalement, j'ai toujours beaucoup réfléchi sur moi-même. Par exemple, je tenais des journaux intimes où je racontais ce que je faisais, mes journées, mes réflexions du moment, ce que je ressentais pour m'aider à déconstruire en fait mes émotions qui parfois étaient floues pour moi, aussi pour m'aider à y voir plus clair dans le jeu des autres. J'ai toujours passé du temps avec moi-même aussi en même temps, même si je supportais pas de pas être occupée, mais j'étais quand même solitaire, je me considérais comme solitaire, je me parlais à moi-même. Même quand j'ai voyagé, je me suis beaucoup confrontée à moi-même à travers la rencontre avec l'autre, dans un autre pays, dans une autre culture, dans une autre langue. En fait, ça me renvoyait aussi à qui j'étais. Et c'est vrai que bon, j'ai vécu des expériences quand même qui auraient pu me mettre sur la piste, mais je pense que sans l'aide d'une personne compétente, formée sur ces questions-là, et puis sans l'aide aussi d'une professionnelle, d'une psy ou autre, j'aurais jamais pu trouver qui j'étais, savoir qui j'étais. Parce que j'ai parfois des témoignages de personnes qui se doutent un peu, qui sont neurotypiques, qui sont différents, et qui ont des intuitions comme ça, ça fait longtemps, ça fait des années, depuis le collège, vous voyez. Moi, pas du tout. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de me comprendre. Mais j'y étais pas du tout par rapport à ça. Voilà. Il y a autre chose aussi qui a été déconstruit, c'est que toutes ces années, en fait, j'ai vécu en pensant que j'étais coupable, que j'étais la fautive. Je sais pas pour quelle raison, mais que j'étais coupable si on ne m'aimait pas suffisamment, si je n'arrivais pas à créer des liens positifs et durables avec les autres, si j'étais trop fatiguée, trop anxieuse, si je me mettais, par exemple, si je m'épuisais, comme si en fait je me jugeais très durement, comme si j'étais capricieuse, comédienne, que j'exagérais, mauvaise en fait. Donc j'avais ce sentiment en permanence d'être mauvaise et que quand j'essayais malgré tout d'être moi-même face aux autres, quand je voyais leur réaction, quand je voyais qu'il y avait du rejet, qu'il y avait du jugement, c'était tellement insupportable pour moi que ça me poussait à me conformer et à correspondre à leurs attentes à eux. Ce qui fait que c'était très difficile pour moi là encore, de respecter mes besoins et de m'affirmer pour qui j'étais. Et cette façon, finalement, de me rendre coupable de tout, ça m'a énormément protégée. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est-à-dire que c'était beaucoup plus facile pour moi de porter toute la misère du monde sur mes épaules, de me dire c'est moi qui suis responsable de tout, c'est moi qui suis coupable de tout. C'était beaucoup plus facile de faire ça pour pouvoir continuer à idéaliser l'extérieur. Voilà, ça c'était vital. C'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin, surtout quand j'étais plus jeune. J'avais besoin d'avoir des mentors, même symboliques, d'avoir des gens que j'admirais, voire que j'idéalisais, que ce soit d'autres adultes, mais aussi des gens de ma famille, mes amis. J'étais toujours dans un rapport un peu à mettre les autres sur un piédestal. Ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur l'amitié, mais j'avais besoin de ça. Et en fait, c'est comme ça que je tenais bon, je sais pas pourquoi, comme si ça me projetait
vers un futur merveilleux qui allait me dire peut-être tu vas être comme ces gens plus tard. Enfin, je ne sais pas. Mais ça marchait aussi parce que j'avais les épaules pour. J'étais très tenace. Moi, on pouvait y aller, quoi. On pouvait me donner des coups. Je tenais bon, quoi. J'étais solide, en fait, paradoxalement. Alors que si je m'étais vraiment rendu compte, si j'avais vraiment vu le monde tel qu'il était et les gens tels qu'ils étaient, je pense, si j'avais aussi vraiment réalisé mon niveau de souffrance, mon niveau d'anxiété, tout ce que je traversais, je pense que je me serais effondrée. Et je me suis effondrée effectivement, beaucoup plus tard. Je me suis effondrée à 28 ans en fait, hein, quand j'ai compris tout ça, quand j'ai réalisé que j'étais différente, avant même d'être diagnostiquée. Hein. Mais à ce moment-là, j'étais protégée. J'avais fait le ménage dans mes relations, je m'étais éloignée de ma famille, en tout cas géographiquement, j'avais un travail, donc j'avais une sécurité financière, matérielle, donc j'étais pas isolée, j'étais pas sans ressources, vous voyez. Je pouvais, en fait, je pouvais me payer le luxe de m'effondrer pendant de longs mois et de faire un travail sur moi-même. À ce moment-là, c'était possible. Mais 10 ans plus tôt, ça aurait été impossible. Je me serais effondrée, mais j'aurais pas eu ni la sécurité affective, matérielle. J'aurais pas pu, je pense, supporter ça il y a 10 ans. Et ce qui a correspondu pour moi au moment où je me suis enfin écoutée, où je me suis enfin ancrée et où j'ai enfin tenté de comprendre mes besoins, bah ça a commencé aussi au moment où on m'a diagnostiquée autiste, pas avant. Et bien sûr, c'est pas arrivé d'un coup, parce que après le diagnostic, il y a eu une phase de sidération, il a fallu que je réalise, que j'intègre que je l'étais, ça s'est fait progressivement. Et c'est pour ça que je pense que si j'avais fait par exemple une thérapie, mais sans comprendre qui j'étais par essence, neurologiquement, je suis pas sûre que ça aurait eu la même portée. Je suis pas sûre que ça m'aurait vraiment permis d'être aussi alignée telle que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que vous aurez beau faire toutes les thérapies du monde, voire tous les thérapeutes, aussi brillants soient-ils, si vous ne savez pas qui vous êtes, je pense que ça sera impossible de faire quelque chose qui soit efficace. C'est comme si on vous proposait de faire une thérapie de chien alors que vous êtes un chat et qu'on ne le sait pas. Ou l'inverse, ça dépend de ce que vous préférez. Mais moi, je suis plutôt type chat. Voilà, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne parle pas de la même chose. Voilà, hein, nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes des chats, nous ne sommes pas des chiens. Et donc, par exemple, si vous demandez à un chat d'aller chercher la balle, il ne va pas le faire, sauf à de rares occasions. Ça risque d'être compliqué. Et qu'est-ce qu'il va se dire le thérapeute? Le thérapeute, il pourra interpréter que ce chat a des soucis de réciprocité sociale, qu'il ne comprend pas la consigne, qu'il ne veut pas jouer en collectif, qu'il ne sait pas jouer en collectif, voire qu'il est fermé et hostile. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Ce chat, il joue, mais autrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas, qu'il n'est pas sociable ou qu'il n'est pas affectueux. Il n'est pas moins affectueux et sociable qu'un chien, mais il est différent. Il l'exprime différemment. Ce ne sont pas les codes, ce ne sont pas les mêmes codes. Donc vous voyez, c'est pour ça que je prends cet exemple. Et donc, sans faire de thérapie, vous tout seul aussi, vous aurez peut-être tendance, si vous ne savez pas qui vous êtes, à vous juger durement, à vous trouver anormal, parce que vous avez forcément intériorisé des normes. Quand bien même vous aurez vécu dans la famille la plus bienveillante et ouverte du monde, du fait que vous êtes différent neurologiquement, vous êtes vous êtes à côté en fait, vous êtes en minorité dans la société et forcément que ça va créer une tension et que cette tension ça va faire qu'à un moment donné, vous allez forcément en pâtir d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de se connaître parce que ce qu'on expérimente tout le temps depuis le début, en tant que neuroatypique, en tant que personne en situation de handicap, en tant qu'autiste, ça s'appelle le validisme. Et aussi un validisme qui sera intériorisé et qui fera que vous aurez cette petite voix tout le temps qui vous jugera méchamment, qui vous dira que c'est mal de ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, qu'il faut être gentil, qu'il faut être plus gentil avec les gens, etc. Voilà. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pourrez pas déconstruire cette petite voix, la remettre à sa place. Vous ne pourrez pas, selon moi, prendre totalement votre place, en fait. Il y aura toujours quelque chose qui sera biaisé. Et donc, identifier qu'on est autiste, sans forcément se faire diagnostiquer officiellement ou autre,
bah, c'est se donner enfin la possibilité d'être soi-même et aussi de faire en sorte que les autres changent de regard sur nous, changent le regard qu'ils portent sur nous. Bon, malheureusement pour moi, ce qui est encore compliqué aujourd'hui, c'est de me débarrasser de toutes mes stratégies de suradaptation et de compensation, parce qu'en fait, je me suis construite avec ça. C'est aussi pour ça que j'ai été diagnostiquée aussi tard, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre vous, hein. Certains même beaucoup plus tard que moi, parce que je me suis tellement construite avec ça que c'est presque devenu une part de qui j'étais. Alors en tout cas, ça me jette dans cette confusion de qui suis-je, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. C'est très difficile d'identifier vraiment en profondeur, de revenir à la vraie moi en fait, parce il y a eu des couches et des couches et des couches de compensation qui se sont ajoutées et voilà. Et aujourd'hui, je suis un peu dans la confusion. Donc c'est le cas de beaucoup d'entre nous, bien sûr, hein. Mais voilà, c'est tout un travail de déconstruction qui prend du temps. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos comme ça de retour diagnostic pour vous faire partager un peu ce que j'ai réussi à travailler, ce qui reste encore à travailler. Et donc pour vous donner un petit calendrier de mon évolution, déjà par rapport à l'estime, bon, au tout début, j'avais vraiment une très mauvaise estime de moi-même. Ce qui fait que je n'aurais jamais pu croire, par exemple, que j'étais autiste sans le diagnostic. Mais ça, c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui se contentent d'un autodiagnostic pour plein de raisons, aussi parce qu'ils ne peuvent pas se faire diagnostiquer, et c'est ok. Moi, il se trouve que j'ai été diagnostiquée et j'ai conscience que c'est un privilège. J'ai conscience d'avoir eu de la chance. En plus, ça a été rapide. J'ai tout de suite trouvé les bons professionnels, etc. Mais personnellement, j'étais tellement dans le flou et perdue, j'aurais jamais pu croire que j'étais autiste sans qu'on me l'écrive noir sur blanc sur une feuille. Et d'ailleurs, ça a pris aussi beaucoup de temps après pour que je l'intègre. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai autant insisté sur le fait que faire une thérapie sans avoir en amont informé ou été informé qu'on était autiste, ça ne marche pas. Parce que vous aurez beau tout déconstruire de votre histoire familiale, vos schémas, vos croyances, vos fausses croyances, il y aura sûrement des erreurs d'interprétation et aussi du fait des biais validistes, des choses qu'on va mal interpréter et qui va faire qu'au niveau de votre estime personnelle, pour moi, les choses ne pourront pas être totalement consolidées, que vous aurez toujours plus ou moins l'impression d'être inférieur parce que vous vous calquez sur les normes des valides. Or vous, voilà, vous n'êtes pas comme les autres, comme les valides. Et ces croyances-là, ça sera de la part de vos thérapeutes comme de votre part à vous. Et d'ailleurs, ça m'énerve vraiment, le manque de connaissances des professionnels de santé sur l'autisme, mais aussi ceux qui vous répondent quand vous leur dites que vous êtes autiste parce que vous avez eu l'information ou que vous vous êtes reconnu, qu'ils ne vont pas en parler lors de la thérapie ou qu'ils ne vont pas le prendre en compte dans le travail thérapeutique. Bon, du coup, je recommence un peu la vidéo sur la thérapie parce que c'est un peu mon thème du moment. Et ça, pour moi, c'est idiot. Ça revient à dire, par exemple, à une personne en fauteuil roulant, j'ai vu que vous avez un fauteuil roulant, mais l'ascenseur est en panne, donc on va prendre les escaliers. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'ai constaté que vous étiez différents, mais je vais quand même vous calquer sur les normes des valides. Autrement dit, cette posture-là, elle est validiste. Et c'est leur responsabilité de se former, de mettre à jour leurs connaissances. Et surtout, on ne peut pas séparer l'autisme de la personne. L'autisme, c'est pas un truc qu'on porte à côté de soi. C'est pas une valise qu'on transporte tous les jours. C'est différent d'une maladie par exemple, parce que souvent on me dit vous n'êtes pas votre handicap, vous ne devez pas vous résumer à votre handicap. Et je suis d'accord avec ça. Effectivement qu'on ne peut pas se résumer à son cancer ou à son endométriose. Mais concernant l'autisme, c'est différent parce qu'en fait l'autisme, c'est pas une maladie, c'est une condition neurodéveloppementale, on est né avec et du coup ça nous impacte à tous les niveaux, pas seulement au niveau neurologique, mais aussi au niveau sensoriel, cognitif, émotionnel, relationnel, physique. Et donc, si, en fait, dans ce cas-là, nous sommes notre handicap. Et du coup, ne pas le prendre en compte. Et ce n'est pas prendre en compte à quel point nous sommes impactés de partout par notre environnement. Autrement dit, à quel point nous sommes mis en situation de handicap par notre environnement. Vous voyez? Voilà. Pour revenir à l'estime personnelle, avant d'être diagnostiquée, le doute que j'avais concernant le fait d'être autiste ou non, ça a été très difficile à vivre. J'en avais un petit peu parlé dans d'autres vidéos. C'est-à-dire que vous savez la période où vous passez les tests. Dans mon cas, ça a duré 6 mois, le temps que je prenne rendez-vous avec le psychiatre.
Et je crois que je voyais la psychologue une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Et donc imaginez toutes les semaines ou toutes les 2 semaines m'entendre dire ah bah oui, peut-être que vous êtes autiste. Et puis en fait on n'en est pas sûr. Et puis oui, il y a quand même des éléments qui prouvent que mais non, parce que là vous avez eu tel résultat au test. Et vous voyez, et cette espèce de va-et-vient entre oui peut-être mais non peut-être pas, toutes les semaines c'était insupportable. À tel point que moi j'essayais vraiment de lire le plus possible de choses pour essayer d'être dans le contrôle et de me prouver à moi-même, de me rassurer. Et en même temps, je voulais pas mentir. J'avais ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Je l'ai eu aussi longtemps après le diagnostic. Je voulais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Je me disais que je n'avais pas assez souffert, que je m'en sortais un peu trop bien dans la vie pour être autiste, qu'il y avait des gens qui souffraient plus que moi, etc. Mais finalement, bon, après ces 6 mois, j'ai été diagnostiquée et ensuite, il m'a fallu à nouveau 6 mois, on va dire, pour vraiment intégrer surtout quel était mon autisme à moi. Parce que finalement, ce que je lisais, même dans le DSM-5, quand vous lisez les critères, ça paraît très abstrait, très général. Et donc, il m'a fallu du temps pour vraiment lire entre les lignes, décortiquer ce qui était dit et me l'approprier dans ma vie et me dire ah oui, je comprends en fait ce que c'est. Je comprends la théorie de l'esprit, je comprends les stéréotypies. Mais ça prend du temps parce que c'est pas non plus, c'est pas non plus évident. Et d'ailleurs, bon, je comprends que les gens, peut-être, quand on leur dit qu'on est autiste, ils comprennent pas non plus, parce que nous, déjà, il nous faut de longs mois pour y croire, de longues années, qu'on est toujours dans le doute, mais il n'empêche que c'est pas excusable non plus. Et j'y reviendrai. Et donc, il a fallu que j'attende 1 an après le diagnostic pour que je commence à me sentir un peu moins vulnérable et un peu légitime, un peu plus légitime, pour dire que j'étais autiste. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai créé ma chaîne YouTube 2 semaines après le diagnostic. Donc en fait, mes premières vidéos, je suis pas du tout sûre de l'être. Donc imaginez un peu ce que je pouvais ressentir, un peu la posture que j'avais à me dire peut-être je suis en train de faire des vidéos, mais en fait je suis pas autiste. Qu'est-ce que je raconte? Voilà. D'ailleurs, c'est de faire des vidéos, ça m'a aussi aidé pour me prouver à moi-même que j'étais bien autiste. Parce que du coup, j'ai rencontré des personnes qui étaient comme moi, qui avaient les mêmes spécificités que moi. Parce que à ce moment-là, moi, j'en étais encore à les autistes n'ont pas d'empathie, ne regardent pas dans les yeux. Et donc, je me disais, mais qu'est-ce que ça vient faire avec moi tout ça? Voilà. Et donc, je suis passée finalement, quand j'ai compris que j'étais autiste, de je suis comme tout le monde, je peux tout faire, à je ne fais rien comme tout le monde, enfin, je ne suis pas comme tout le monde. Et donc, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Et une espèce de panique, du coup, de attention, moi je suis autiste, donc il y a des choses que je ne peux pas faire, je dois faire attention parce que je suis fatigable, je suis trop anxieuse, etc. Et finalement, ça a fait que ça a créé une sorte de peur et une sorte de réaction sur la défensive, où quelque part ça devenait trop. Donc je me rappelle m'être dit... ah bah non, je suis dyspraxique, donc je peux pas faire de ping-pong. Vous voyez, le truc absurde quoi. Enfin, quelque part c'est logique parce que j'ai des problèmes au niveau motricité, mais ça veut pas dire que je ne peux pas en faire, vous voyez. Parce que voilà, je voulais tellement en fait faire prendre le contre-pied de toutes ces années où je m'étais fait violence, où j'avais pris sur moi, que quelque part là, c'est comme si au contraire je me privais en fait de choses que j'aurais pu faire parce que j'avais peur de pas respecter mes besoins et que ce soit trop validiste. Mais bon, à partir du moment où j'ai réussi quand même à prendre un peu mes marques, à comprendre que je pouvais nager seule dans le grand bain sans forcément outrepasser mes limites et que je pouvais toute seule me réguler, ça a fait que là, j'ai commencé vraiment à prendre confiance en moi en tant qu'autiste. Parce qu'au début, du coup, je me sentais vulnérable. J'osais pas... quand je disais que j'étais autiste et que j'avais des particularités, j'avais l'impression de mentir, d'exagérer, de trop en demander, c'était assez difficile. Je me rappelle au travail, quand j'ai dit que j'étais autiste, j'avais vraiment l'impression de raconter n'importe quoi, d'exagérer, donc c'était vraiment désagréable. Je pense que j'étais pas prête. Et finalement, au bout d'1 an, j'ai arrêté de me positionner presque en tant que victime, même si on est victime de plein de façons. Mais c'est-à-dire, c'est pas pour autant qu'on peut pas s'affirmer, qu'on peut pas avoir confiance en soi. Et qu'on peut pas dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Donc j'ai compris en fait la nuance. Et j'ai compris qu'il fallait pas que je laisse les autres me traiter avec condescendance. Parce qu'aussi le revers de la médaille, c'est que quand j'ai commencé à dire que j'avais un handicap, machin, que j'étais autiste, les gens ont commencé à me traiter un peu comme une enfant. Un peu à m'infantiliser, vous voyez. Donc ça aussi j'ai trouvé que c'était très désagréable. Et donc j'ai appris à dire non mais c'est bon, je gère. Sans forcément me dire que j'étais validiste.
même si la limite parfois elle était un peu floue. Et ce qui m'a aidé à comprendre aussi ça, c'est que plus je prenais confiance en moi en fait, et moins j'idéalisais les autres, moins je donnais du pouvoir aux autres. Parce que le souci aussi quand on est neuroatypique, c'est qu'on croit que tout le monde est comme nous, que tout le monde ressent comme nous, que tout le monde respecte les mêmes valeurs que nous. Et bah, ce que j'ai réalisé du coup, et je vais peut-être paraître prétentieuse en disant ça, c'est que moi j'étais quand même une fille sympa à la base. Je suis pas méchante, je suis pas agressive. Mais que les gens, bon bah voilà, ils sont ce qu'ils sont. Ils ont pas tous les mêmes valeurs que moi. Ils ont pas tous le même tempérament que moi non plus. Et c'est vrai que réaliser ça, ça a été aussi effondrant. Parce que du coup, avec ma vision très binaire, je suis passée de tout le monde il est très gentil, il est beau, à tout le monde il est méchant, vous voyez. Et donc passer donc du blanc au noir total. D'autant plus qu'à la même époque, bah, comme je débutais à mon militantisme, etc., je me renseignais et je me rendais bien compte aussi de la façon dont on traitait les personnes autistes et plus globalement les personnes handicapées. Je réalisais à quel point la société était validiste et dans le déni nous concernant. Et donc autant vous dire que ça, ajouté à ça, ça a fait beaucoup, ça a été assez brutal. Et c'est aussi sans doute la raison pour laquelle j'ai craqué une deuxième fois, que je me suis effondrée une deuxième fois l'an dernier. Et comme je continuais ma thérapie, ben en même temps, je me rendais compte aussi de mes schémas familiaux violents et tout en réalisant aussi la violence globale qui m'entourait, la violence généralisée et validiste de la société. Donc ça faisait beaucoup. Et oui, parce qu'avant d'avoir une RQTH, comme je vous l'ai dit, bah, je pensais pas être autiste du tout, mais j'avais aussi, en fait, j'étais comme tout le monde. Donc moi, je pensais qu'une personne handicapée, c'était une personne en fauteuil roulant, vous voyez. Et ça, malheureusement, je pense que 80-90% continuent de le croire. Donc, j'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse être aussi violent avec des personnes en situation de handicap, en situation de vulnérabilité. J'aurais jamais pu imaginer qu'on puisse, je sais pas, leur refuser des aides, des aménagements, les discriminer, les violenter, sous le seul prétexte qu'ils étaient différents. Et finalement, que tout allait devenir difficile, un combat pour moi, pour des choses qui étaient censées être normales, comme par exemple faire valoir mes droits, qu'on respecte mes besoins et que je sois prise en compte aussi en tant qu'autiste, en tant que neuroatypique, y compris par mes proches. Et donc ça a été très très compliqué hein, parce que je suis un peu descendue de mon petit nuage, ça a été très effondrant. Et ça a été aussi difficile à faire parce que j'ai l'air comme tout le monde, justement. Je suis renvoyée à la normalité. Il y a comme une tension permanente entre le fait qu'on essaie tout le temps de me remettre dans le moule des valides et moi qui tente de tenir bon et de faire en sorte que je respecte mes particularités et que les autres aussi les respectent. Et cette tension-là, en fait, que j'expérimente toujours aujourd'hui, elle est épuisante. Et tout le monde me l'a fait subir, hein, sans forcément en avoir conscience, parce que c'est aussi du validisme qui sont intériorisés, et y compris pour eux-mêmes. Et moi-même, je me le fais subir, c'est-à-dire que parfois je me fais violence, il y a encore des choses où je suis pas forcément gentille avec moi-même. Et donc, ça prend du temps de déconstruire tout ça, mais c'est aussi une charge en fait qui est très fatigante et qui est aussi douloureuse. Parce qu'on constate que en fait, les gens ne sont pas prêts, que les gens ne connaissent pas et puis qui nous jugent et qu'il y a une violence inhérente au fait qu'on soit différent. Mais de toute façon, cette violence-là, on l'a tous expérimentée depuis le début de notre vie. Hein, c'est pour ça que les gens qui vous disent si vous vivez de la violence, c'est parce que vous-même vous mettez dans un schéma pour la provoquer. Je suis pas d'accord, quand on est neuroatypique, on est forcément sujet à de la violence, à du harcèlement, à de la discrimination, pour la simple raison qu'on est différent et que les autres le sentent. Et que être différent dans une société qui n'est pas bienveillante et égalitaire comme la nôtre, c'est être en danger. Voilà. Bon, mais la bonne nouvelle, c'est que cette année, je commence un peu à sortir de l'enfer des autres, les autres sont méchants, à me détacher vraiment émotionnellement des autres. Bon, c'est aussi pour ça que j'ai presque plus d'amis, enfin en tout cas d'amis proches. Aussi parce que je suis assez intransigeante. Et donc à un moment donné, moi, l'agressivité, la méchanceté gratuite, le jugement, le manque de bienveillance, même une fois, c'est une fois de trop. C'est insupportable, voilà. Et aussi ceux qui ont des sautes d'humeur. Ça, pour moi, c'est très angoissant en tant qu'autiste, parce que je sais jamais sur quel pied danser. Donc, je suis tout le temps en train d'essayer de me réadapter aux humeurs des autres, et ça, c'est pas possible.
ou alors ceux qui, du coup, avec qui on marche sur des œufs parce qu'on a toujours peur de froisser leur ego, vous voyez. Donc ça, ce type de personne, je peux plus gérer, c'est pas possible pour moi, c'est de l'énergie dépensée inutilement. Mais petit à petit, j'ai réussi quand même à voir des nuances et à rencontrer des gens qui, sans forcément être neuroatypiques, hein, quoique j'en sais rien, qui partageaient les mêmes valeurs que moi, avec qui je pouvais échanger sans forcément me sentir en danger, qui étaient capables de bienveillance, capables d'empathie, voilà. Et avant, ces gens-là, je ne les voyais pas parce qu'en fait, elles étaient noyées dans la masse des autres, en fait, et de tous les gens que je cataloguais comme méchants. Voilà. Et d'ailleurs, je me suis fait une réflexion sur la confiance, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'on avait peut-être un rapport différent à la confiance par rapport aux neurotypiques. J'ai l'impression que les neurotypiques, que nous, par exemple, on donne notre confiance d'emblée. En tout cas, moi, il n'y a aucune raison que je donne pas ma confiance, vous voyez. Même si j'ai compris que l'humanité était ce qu'elle était, mais je veux dire, c'est trop d'énergie aussi dépensée, d'être méfiant dès le départ d'être sur la défensive avec les gens. Moi, je laisse la chance aux autres. Vous voyez, j'ai pas de jugement, je laisse la chance à la personne. Mais après, par contre, si ça ne va pas, là, c'est pas ok. Et j'ai remarqué que les neurotypiques, ils font l'inverse, que souvent, ils ne donnent pas leur confiance immédiatement. Ils attendent. Ils sont sur la réserve, sur la défensive. Ils sont méfiants. Et ce qui fait que, en fait, d'un côté, je trouve que c'est un peu, dommage, et c'est aussi être un peu fermé d'esprit, c'est un peu une vision particulière, et en plus, nous, comme on a du mal à aller vers les autres, ils doivent sans doute, eux, nous juger d'emblée, et la relation ne peut pas se faire, parce qu'en fait, ils bloquent, vu qu'ils sont un peu en résistance. Et d'un autre côté, je me dis qu'ils ont pas tort. Parce que du coup, quelque part, ils se protègent, ils se respectent. Alors que moi, je suis un peu d'emblée les bras grands ouverts à accueillir les gifles, vous voyez, plus ou moins. Donc voilà, petite réflexion que je poursuivrai peut-être plus tard. Mais heureusement que j'ai été diagnostiquée parce que sans ça, je pense pas que j'aurais su qui j'étais et je pense pas non plus que j'aurais appris à m'aimer. Même s'il y a encore des choses à travailler, notamment cette honte que je ressens toujours d'être moi, cette honte tenace à déconstruire et qui revient en fait quand je suis confrontée à mes limites. Bon, ça c'est difficile pour moi, c'est difficile d'avoir des limites. Et donc ça, depuis le diagnostic, mes compensations se sont un peu levées et il y a des choses que je ne peux plus faire comme avant. Voyager seule à l'étranger, je ne peux plus. Aller à une soirée alors que je connais personne, impossible. Passer 5 heures à table, très très difficile. Enchaîner les interactions sociales, impossible. Vivre sans perspective d'avenir, sans pouvoir me projeter, impossible. Et du coup, quand je suis renvoyée à mes limites, ça me fait mal. J'aime pas ça, j'ai envie de faire tout ce que je veux, comme avant. Voilà, c'est un peu une tension à l'intérieur de moi-même. Et je pense que ça me renvoie à mes particularités autistiques que j'ai parfois du mal à accepter. Parce que justement, moi aussi, j'ai une posture validiste, je me dis, je suis comme tout le monde, je peux tout faire. Mais en fait, non. Voilà. Et ce que je ne supporte pas non plus, pour finir, c'est aussi le regard que les gens portent sur nous, que les gens portent sur les autistes, et qui nous pousse aussi, je pense, à être dans ce validisme-là. Quand les gens nous voient comme des psychotiques, comme des gens déficients, comme des gens malades. Et aussi, ce qui est douloureux, c'est de constater en permanence, quand j'essaie, moi, de communiquer et d'informer sur mes particularités autistiques, de constater la sidération des gens quand je leur dis que je suis autiste. Comme si c'était quelque chose de totalement, qui ne pouvaient imaginer une seule seconde. En même temps, je me mets un peu à leur place et je me dis, moi, c'est vrai qu'il y a 2 ans et demi, on m'aurait dit que j'étais autiste, j'aurais éclaté de rire. Donc peut-être que je peux comprendre. Mais ça en dit non du coup sur ces couches qu'on a sur nous, qu'on a tous intégrées et qui nous empêchent de nous comprendre, de nous connaître en profondeur parce qu'on a un peu des a priori, des préjugés, on calque des images qui correspondent pas forcément à la réalité. Voilà, pour ce retour diagnostic, c'est tout ce que je voulais dire, ça fait déjà pas mal. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Ciao, bye bye.